s'entraîner quand on est malade, du moins quand on est un peu malade, quand on a des petits virus qui traînent, des petits rhumes, des petites rhinos, des petites angines, des choses qui sont chiantes, mais qui peuvent très vite se dégrader si on fait pas les choses correctement. On va parler aujourd'hui d'entraînement, un petit peu de nutrition et d'optimisation autour de tout ça pour continuer à bouger, pour continuer à s'entraîner sans faire d'erreur, malgré le fait que l'on soit un petit peu malade. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Romain, je suis coach et préparateur physique depuis presque 10 ans maintenant, préparateur physique notamment dans les sports de combat et plus particulièrement dans le MMA. Et coach sportif pour monsieur et madame tout le monde, pour ceux qui veulent se remettre en forme, pour ceux qui veulent perdre du poids, pour ceux qui veulent prendre du muscle, qui veulent se sentir mieux, qui ont un objectif à moyen et long terme, qui veulent véritablement chercher à s'améliorer. Et je fais ça voilà, depuis 10 ans maintenant, que ce soit en présentiel ou à distance. Si jamais vous êtes intéressé pour travailler avec moi sur les différents objectifs que sont les vôtres, n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à aller checker dans les premiers liens sous cet épisode le formulaire qui vous permettra de mettre un petit peu sur papier vos objectifs. C'est l'une des premières choses qui manque aux gens quand je les interroge sur leurs objectifs, justement, c'est d'avoir des choses précises, c'est d'avoir des choses qui véritablement leur permettent d'avancer, d'avoir des choses concrètes. Très souvent, c'est très flou, c'est je veux perdre du poids, je veux avoir plus de force, je veux être plus endurant, je veux avoir plus de cardio, des choses comme ça. Ça manque de précision, ça manque de clarté, du moins pour moi. Avec le temps, avec l'expérience, je me rends compte que les gens qui n'arrivent pas à avoir une vision claire et une vision précise de ce qu'ils veulent véritablement, n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs parce que il n'y a pas quelque chose de concret derrière, il n'y a pas quelque chose qu'on peut identifier, il n'y a pas quelque chose sur lequel on peut s'appuyer, sur lequel on peut mettre des marqueurs d'évolution qui vont nous permettre d'avancer positivement vers ces objectifs. Donc si vous ne savez pas comment mettre des objectifs concrets, précis en place, allez checker, ne serait-ce que pour voir un petit peu la méthode que j'utilise pour se fixer ça, mon petit formulaire, et vous allez voir que ça va vous sembler tout de suite beaucoup plus clair. Pour ceux qui ne l'auraient pas déjà fait, je le rabâche encore une fois, mais je pense que je le fais à chaque fois. N'hésitez pas à mettre les petites étoiles. N'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast sur Spotify. Alors, visiblement, il y a un petit souci avec Deezer. Deezer, pour ceux qui l'utilisent, les épisodes arriveraient un peu plus tardivement sur la plateforme. Donc, je vais checker ça. Mais que ce soit sur Apple, sur Spotify, sur SoundCloud, sur Deezer du coup, sur toutes les plateformes de podcast, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à mettre les petites étoiles. C'est ça qui fait grandir le podcast et c'est ça qui me fait avoir une plus grande audience et ce qui me permet d'aider plus de gens au fur et à mesure du temps. Pareil, hein, partagez-le sur les différents réseaux sociaux en parlant autour de vous. Si les thèmes abordés vous plaisent et vous parlent. N'hésitez pas également à vous abonner à ma newsletter qui sera en lien aussi juste en dessous cet épisode de podcast newsletter sur laquelle vous allez retrouver 3 informations toutes les semaines. Vous ne recevrez, je vous le promets, qu'un seul et uniquement qu'un seul mail toutes les semaines dans lequel vous aurez la promotion du nouvel épisode de podcast qui va sortir pour la semaine, ma recommandation de la semaine, donc ça peut être une vidéo, un livre, un article, un podcast, quelque chose que j'ai kiffé écouter, regarder ou lire au sein de cette semaine, et mon petit cadeau de la semaine. Voilà. J'offre parfois une semaine de coaching à distance gratuite, ce qui permet aux gens de se familiariser un petit peu avec ma façon de fonctionner et qui peuvent appréhender avec l'utilisation de l'application, etc., etc. Je peux offrir des petits programmes par-ci par-là, des séances. Voilà, Là, je parlais de compléments alimentaires les semaines passées. Je pense que je vais continuer cette semaine. Je ne l'ai pas encore faite pour la semaine à venir, là,
On est vendredi, jour où j'enregistre. Voilà, des petites informations. Il y en a 3 toutes les semaines, donc dans ces thématiques-là, que je vous partage. Et vous ne recevez rien d'autre tout au long de la semaine. Vous avez juste cette newsletter qui arrive tous les lundis matins, entre 7h et 8h, et qui vous permet véritablement d'avoir, je pense, des informations précises sur des thèmes qui me plaisent et qui, je pense, vous plairont aussi, qui sont très concrets, qui sont très terrain, on va dire ça comme ça, qui sont très applicables au quotidien et qui vous permettent d'ancrer peut-être d'autres habitudes. On le sait, on scrolle tous un peu trop sur Instagram, on est sur YouTube à regarder des conneries, des shorts, des machins, etc. Bon, bah, ça permet aussi un peu de cadrer parce que vous avez une vidéo ou un livre ou un article ou un épisode de podcast à écouter dans la semaine. Les recommandations que je vous fais, sont souvent très qualitatives à mon sens en tout cas. Et donc ça permet d'avoir quelque chose qui peut vous parler avec cette newsletter. Qu'est-ce que je voulais dire avant de commencer l'épisode du jour? Je reviens, on est vendredi aujourd'hui. Hier soir, j'ai fait avec mon acolyte Yas, la menace sur Instagram, un ancien élève à moi. Oula, j'ai fait bouger ma caméra. Je suis maladroit, je me filme en même temps, j'ai des grands pieds, mes pieds bougent, j'éclate tout. Bref, j'ai fait l'Aerox hier avec mon acolyte Yas. On a fait en duo pro, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas l'Aerox, c'est un sport, on va dire ça comme ça maintenant, où on va alterner des phases de course à pied avec des ateliers. Et c'est toujours les mêmes, c'est toujours le même format, c'est toujours la même chose qu'on va reproduire. Il y a juste une différence entre des catégories qu'on appelle pro et des catégories qu'on appelle open au niveau des charges qu'on va mobiliser sur les différents exercices qu'on va faire au sein de cet Aerox. Mais c'est toujours la même chose, on alterne 1 km de course avec un atelier. On revient sur 1 km de course, un autre atelier, etc. 8 fois d'affilée. Donc on a 8 km de course à faire, un peu plus en réalité, parce qu'il y a ce qu'on appelle la rock zone, donc c'est la zone dans laquelle on va aller chercher les ateliers au fur et à mesure. Et on a de la distance à parcourir aussi en courant, enfin si on ne veut pas perdre de temps en tout cas. Et donc ces ateliers, donc on a 8 fois 1 km à faire et 8 ateliers différents. Donc on a du ski erg, on a du sled push, donc c'est le fait de pousser un chariot. On a du sled pull, c'est le fait de tirer un chariot avec une corde. On a des burpees avec des sauts vers l'avant. On a du rameur. On a des farmer walk, donc c'est le fait de porter des kettles et de marcher une certaine distance avec. On a des fentes marcher lestées et on a des wall balls. Donc on l'a fait avec Yas hier. Ça m'a bien mis dans le jus. Et vous allez voir que ça fait lien avec l'épisode qu'on va faire aujourd'hui parce que je pense que j'étais pas full potentiel. Même là, aujourd'hui, je me sens fatigué, non pas que à cause de la grotte, mais parce que je traîne un petit truc sous-jacent, je le sens bien. Ma fille est malade, donc je pense qu'elle m'a refilé ses trucs, comme je suis toujours en train de la papouiller partout. M'a refilé son petit truc, bon, un petit rhume, un petit truc à la con, rien de bien méchant, mais j'ai rarement mal à la tête, j'ai un peu mal à la tête. Je sens que je suis un peu pris au niveau des sinus, les yeux qui tirent un peu vers le bas. Bon, voilà, un petit virus de merde de l'automne là qui doivent traîner. Et donc, on a fait la rose, donc c'était assez difficile. On a maintenu un bon rythme, on l'a fait en 1h15 pour ceux à qui ça pourrait parler, donc en duo pro. Ce qui était plus ou moins ce que je m'étais fixé comme temps de référence. Je m'étais dit j'allais le faire en 1h10, enfin qu'on allait le faire en 1h10, voire un peu moins si on était full potentiel. On l'a fait en 1h15. C'était véritablement, je pense, un temps beaucoup plus, réaliste par rapport à mes capacités du moment.
Ce qui est bien avec l'Aerox, c'est qu'on sait exactement ce qu'on a fait sur chaque atelier en termes de temps, ce qu'on a fait sur chaque kilomètre de course en termes de temps, là où on en a potentiellement perdu, là où on se trouve par rapport aux statistiques des autres. Donc on a un site où on voit vraiment, on a un espèce de strap au poignet avec une puce là qui nous traque pendant tout le long de la course. Et on sait exactement où on peut s'améliorer, où on peut optimiser. Bon, clairement, sur un effort d'Aerox pour ceux qui n'en auraient jamais fait et qui voudraient en faire. Moi, c'est mon deuxième. Je l'avais fait avec Manana l'année dernière en open mixte. Là, je le fais en duo pro avec Yas. Je pense que j'en referai un. Hier, je m'étais dit, ouais, c'est bon. Et puis là, aujourd'hui, ça me titille un petit peu. Surtout après avoir vu les statistiques. Euh, Ce qui fait véritablement la différence, c'est la course à pied. Quand on est à l'aise à la course à pied, quand on arrive à mettre du rythme, quand on arrive véritablement à mettre de la cadence, quand on a des niveaux de force aussi. Moi, j'ai des niveaux de force qui sont tout à fait acceptables, surtout pour ce genre d'épreuve, étant donné que je fais de la muscu depuis longtemps. Bon, bah là, la grosse marge de progression que je vais avoir, c'est au niveau de la course à pied. Et c'est là où je vais véritablement optimiser mon temps. C'est en courant euh, plus rapidement de 1, mais surtout en courant plus rapidement avec plus d'aisance. Hier, pour vous donner un ordre d'idée, j'étais à 180 battements par minute tout le long, ou du moins pendant la course à pied à chaque fois. C'est pas agréable, c'est long, 4-5 minutes à 180 BPM avec derrière des exercices. On a le cœur un peu dans la bouche, 185, 180, je crois que je suis monté à 190 même max hier. C'est pas agréable, donc il y a des pistes d'amélioration. Et je le vois surtout aujourd'hui, c'est que bon, j'ai les mollets qui tirent un petit peu, les tendons d'Achille qui tirent un petit peu, étant donné qu'en plus moi j'ai des mollets assez courts, j'ai beaucoup d'accroches tendineuses, donc ça me tire un petit peu dans cette partie-là. Le reste du corps, assez étonnamment, ça va, rien de particulier, et surtout beaucoup de fatigue résiduelle. Donc je voulais m'entraîner aujourd'hui. J'ai mis ça en stand-by. Non pas que j'aurais pas été capable de le faire, mais je pense que ça n'aurait pas été une séance efficiente. Puis même psychologiquement, c'est bien de se reposer. J'irai demain matin. C'est pas très grave. Ça fait le lien avec l'épisode du jour. Comment s'entraîner quand on est un petit peu malade, d'accord? Là, je le sens, comme je vous le disais, aujourd'hui, j'ai mon système immunitaire qui est un peu impacté. Je me sens un peu plus fragile, voilà, de manière générale. Je me sens un peu plus à la merci de ce qui pourrait m'arriver, en termes de petites maladies, de petites choses. D'ailleurs que je le suis un petit peu, mais je sens qu'aujourd'hui mon corps il est pas optimisé. Et donc on va voir aujourd'hui comment réagir quand on est un petit peu malade, comment s'entraîner, parce qu'il y a pas mal de choses qu'on aimerait faire. On se dit qu'on ferait bien en faisant tel type d'activité ou tel type d'intensité, alors que c'est pas véritablement ce qu'il faudrait faire. Et donc je vais remettre un petit peu ma vision des choses autour de ça pour que on ait un peu de bon sens, un peu de nuance et qu'on puisse continuer à bouger, mais de manière intelligente. Donc déjà, dans un premier temps, il faut comprendre pourquoi on est malade. Alors je parle bien sûr des petits virus, des petits rhumes, des choses comme ça, hein, pas des choses qui sont très graves ou de grosses maladies qui peuvent intervenir, des choses qui sont un peu gênantes au quotidien, qui nous mettent un peu la tête dans le cul, mais qui ne sont pas non plus hyper traumatisantes entre guillemets pour le corps. Si vous avez une grosse grippe que vous ne pouvez pas bouger, bon bah la question ne se pose même pas de savoir si on va s'entraîner ou non. Il faut déjà être en capacité de récupérer. Et donc ça passe par énormément de repos, du moins dans un premier temps. Je parle vraiment des petits virus, voilà, des petits rhumes, des petites rhinos, des petites angines, des mal de tête, même des fois si on peut considérer ça comme de la maladie. Le corps un peu engourdi, un peu courbaturé, voilà les choses. On sait qu'on est dans un environnement un peu malade, mais on est quand même capable de faire des choses. Et bien souvent, voilà, soit on se dit, bah, c'est pas, je fais comme si j'étais pas malade et je m'envoie, je me mets cartouche. Soit tout de suite, je me mets en position presque fétale et puis j'attends que ça se passe. Et puis, voilà. Je pense que encore une fois, la bonne solution ne se retrouve pas dans les extrêmes, elle se trouve dans la nuance et dans le bon sens. Déjà, il faut comprendre pourquoi on est malade. Donc, je reviens à mon propos. Si on tombe souvent malade, c'est qu'on a un système immunitaire qui est un petit peu en berne. C'est qu'on a un système immunitaire qui est un peu impacté déjà, qu'on a peut-être des niveaux de stress qui sont un peu trop importants, qui font que, mon corps est dans une situation où
il va devoir constamment gérer un stress un petit peu sous-jacent. D'accord, mon système immunitaire est un peu affaibli. Les raisons peuvent être diverses. D'accord, ça peut être un sommeil de mauvaise qualité, ça peut être une nutrition désorganisée ou déséquilibrée, ça peut être un stress important lié au boulot, lié à ma vie en général, ça peut être lié au fait que je ne bouge pas suffisamment, d'accord. Souvent, je donne l'exemple quand je discute avec les gens de sédentarité, de savoir quel métier ils font, parce que quand je pose la question de savoir quel métier les gens font, c'est pas pour savoir véritablement le métier en particulier que tu fais, c'est pour savoir si tu passes beaucoup de temps devant un ordinateur ou non. Des fois, les gens sont surpris quand je leur pose cette question. Ils me disent oh, pourquoi il me demande mon métier, lui. Non, c'est juste pour savoir si ton métier consiste à rester devant un ordinateur longtemps ou si c'est un métier où tu es plutôt actif. Bon, bah, je donne souvent cet exemple. C'est un peu comme le principe de l'eau. Hein, quand vous avez de l'eau qui est en mouvement, qui bouge, comme dans une rivière, un fleuve, la mer, etc. Bon, bah, l'eau, quand vous la prenez dans vos mains, elle est plutôt clean. Quand vous avez de l'eau qui ne bouge pas, qui est stagnante dans une espèce d'étendue d'eau ou dans une espèce de flaque, vous prenez l'eau dans votre main, elle est boueuse, elle est noire, elle est sale, elle est pleine de merde, elle est pleine de bactéries, etc. etc. D'accord. J'avais fait un stage entre guillemets de survie, si on peut dire ça comme ça, il y a 2 ans et demi de ça avec Marius, mon acolyte Marius, on nous expliquait que quand on récupérait de l'eau, par exemple, dans, dans, dans des rivières, dans des fleuves, pour minimiser les chances de se contaminer avec l'eau, même si évidemment il faut filtrer derrière l'eau et la purifier, soit avec des mécanismes chimiques, c'est-à-dire des petites pastilles qui viennent tuer les bactéries, soit par des mécanismes de gourdes filtrantes, purifiantes, etc., etc., soit en la faisant bouillir. Il valait mieux prendre l'eau là où elle était la plus active, là où il y avait entre guillemets de l'oxygène qui passait dans l'eau. Donc quand vous voyez l'eau qui ruisselle, vous avez des rochers des fois dans l'eau, dans les rivières. Bon bah à cet endroit-là, ça fait un peu de l'écume, ça fait un peu de la mousse, vous savez le côté blanc un peu là de l'eau qui s'excite. Bon bah vaut mieux prendre l'eau à cet endroit-là parce que vous avez une eau qui est plus oxygénée, qui est plus vivante entre guillemets, qu'une eau qui est un peu trop stagnante et qui serait plus propice entre guillemets à avoir des bactéries. Bah, pour le corps, c'est un peu pareil. Quand vous avez un corps en mouvement, bah, vous avez un système de fonctionnement de votre corps, j'en parlerai après, qui est efficient. Vous êtes dans ce que la fonction de votre corps vous permet véritablement d'être, et vous n'êtes pas dans cette forme d'eau stagnante, de corps qui est un peu en, en décrépitude, entre guillemets, parce qu'il ne bouge pas suffisamment. Les autres causes, bien évidemment, ce sont les causes extérieures. Donc ça peut être la clope, l'alcool, je le disais tout à l'heure, le fait de mal manger, le fait de ne pas manger suffisamment de végétaux, voilà, tout ça cumulé, ou ces petits éléments pris individuellement, peuvent rajouter du stress à votre corps. Enfin, peuvent pas, c'est rajoutent du stress à votre corps, qui vont favoriser le fait de tomber malade, le fait d'être malade. Donc si déjà vous êtes malade régulièrement, essayez d'aller checker de ce côté-là, voir si vous n'avez pas des choses à améliorer au niveau du sommeil, au niveau de la nutrition, au niveau du stress par rapport à votre boulot, par rapport à votre vie en général, au niveau de votre capacité de mouvement au quotidien, au niveau du fait de savoir si vous avez des addictions, au niveau de la clope, au niveau de l'alcool, au niveau des drogues, au niveau de tout un tas de choses, des écrans, de machins, etc., qui peuvent et qui vont même avoir une influence sur le fait de tomber malade ou non, parce que vous êtes dans un système physiologique qui n'est pas du tout optimisé. Au-delà de ça, bien évidemment, on a aussi tout le côté social. Hein. Là, moi, je le disais tout à l'heure en préambule, on tombe malade aussi parce qu'on a des collègues qui le sont, on a des enfants qui le sont. Voilà, il y a tout ce côté social qui fait qu'on attrape des petits virus à droite à gauche, surtout en salle de sport aussi pour ceux qui font du sport. On a de la proximité, on échange des fluides avec la sueur, etc. dans l'air qui font qu'on peut tomber malade. Le sport, l'entraînement, bien évidemment, peut favoriser le fait que l'on tombe malade. Si on fait du sport de manière trop intense, avec trop de volume, trop régulièrement, en rapport avec ses capacités, ça va pas bien se passer. On va encore avoir une surutilisation de son système immunitaire. On va se sentir un petit peu down.
et on va pas être en capacité d'absorber, entre guillemets, cette dose d'entraînement. Quand vous vous entraînez, comme je le vois pour certains, et que vous avez l'impression que vous êtes à fond tout le temps, en vérité, vous n'y êtes véritablement jamais. Hein, je le vois quand je fais des séances qui sont vraiment dures, des séances par exemple de piste ou des séances à intervalles très courts avec beaucoup d'intensité. Mais en fait, j'ai les gens qui sont souvent dans une forme d'intensité relativement élevée, mais dans une intensité de confort. Et quand je leur demande de pousser véritablement la machine, ah bah là, le réservoir, il n'est pas si épais que ça, il en manque un petit peu. Pourquoi? Parce que bah, finalement, on est dans cette forme d'intensité relativement élevée un petit peu tout le temps. Et on ne laisse jamais la possibilité à son corps de revenir à un état stable, à un état normal. D'accord? Ce qui fait qu'on n'a pas véritablement de phénomène de surcompensation, donc de phénomènes qui vont nous permettre de progresser via l'adaptation, via l'inflammation que notre corps crée due au stress lié au sport. Et donc, on n'a pas la possibilité de relancer la machine quand il faut mettre des grosses séances. D'accord? Pour beaucoup, le travail à haute intensité véritable au niveau métabolique, au niveau cardiovasculaire, plus qu'au niveau des séances de muscu, parce que les séances de muscu lourdes ou même de la muscu traditionnelle, bon, on ne va pas non plus taper dans le système énergétique de manière très élevée, on va surtout taper dans le système nerveux, mais pas trop dans le système énergétique. Bah, ce travail intense au niveau métabolique, au niveau énergétique, donc au niveau cardiovasculaire, en gros, si je caricature un peu, ça devrait être 1 à 2 fois toutes les 10 séances. Donc, sur 10 séances que vous faites, il y en a peut-être 1 à 2 où vous allez vraiment vous mettre cartouche. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont plus dans ce côté, j'en fais 5, 6, 7, 8, des fois même presque toutes les séances dans une forme d'intensité relativement élevée. Et ça ne fonctionne pas bien. D'accord? C'est pour ça que moi, à la TFF, par exemple, là où je donne mes cours, à Paris, dans le 13e, j'ai segmenté, j'ai véritablement mis des thématiques de cours pour encadrer un petit peu cette intensité. Alors bien sûr, je ne suis pas maître de l'intensité que les gens veulent mettre à chaque séance, mais au moins par les consignes que je donne et par la thématique des cours, j'arrive à moduler cette intensité. Donc on va avoir des cours comme le lundi soir, où ça va être des intervalles très courts, très intenses. Le mardi, ça va être beaucoup plus de renfort en profondeur, travail de déséquilibre musculaire et derrière du travail foncier en cardio, donc relativement bas en termes d'intensité, mais avec un peu plus de volume. Et le mercredi, on est dans une forme d'intensité plutôt la nerveuse, donc on laisse de côté tout le travail énergétique avec du travail de force, du travail de musculation sur des séries relativement courtes, 5, 6, 8 max, sur des gros mouvements. Et donc, du coup, comme ça, j'arrive à moduler. Et le samedi, travail métabolique, mais un peu plus long. J'arrive à moduler comme ça les intensités pour que les gens ne soient pas toujours dans cette forme de. Et même comme ça, je vois bien qu'il y a des gens, des fois, ils sont. Donc, il ne faut pas hésiter à revenir un peu bas. Parce que voilà, être dans une forme d'intensité tout le temps, c'est pas se laisser la possibilité de s'adapter, c'est mettre, comme je le disais tout à l'heure, son système immunitaire un petit peu en down tout le temps, et c'est être plus sujet à choper des merdes. Bien évidemment, on tombe malade aussi en fonction de son environnement génétique. Hein. On n'est pas tous logés à la même enseigne. On a un patrimoine au niveau de son ADN, sa génétique, qui est ce qu'il est. On a ce qu'on appelle l'épigénétique, qui est, entre guillemets, la modification de ce patrimoine génétique de par nos actions positives, si on le voit dans ce versant-là au quotidien, ou négatif si on va dans les choses négatives. Mais on a quand même, on part pas tous du même pied d'égalité à ce niveau-là, donc on peut être aussi plus sujet aux maladies, étant donné qu'on a un patrimoine génétique qui est peut-être pas hyper optimisé. Donc on l'a dit, un mauvais sommeil, nutrition désorganisée, stress, boulot, vie perso, sédentarité, tabac, alcool, patrimoine génétique, trop de sport, trop d'intensité, trop de volume. C'est des choses auxquelles il faut faire attention parce que ça peut avoir une influence véritablement sur notre capacité à être malade plus souvent. L'idée reçue, la fameuse, d'accord, c'est de se dire que plus je vais transpirer, plus je vais éliminer les toxines. Donc on va se dire, je suis un peu malade, je vais aller transpirer à la salle, c'est bien, ça va me faire évacuer les merdes, ça va me permettre de, entre guillemets, gérer la maladie plus rapidement. Oui et non.
Oui, dans un sens parce que vous bougez, j'en reviendrai après. Non, dans un sens parce que vous avez souvent la mauvaise application de ce que devrait être la pratique sportive saine dans ce cas de figure-là. Quand vous faites du sport, comme je le disais juste avant, vous ajoutez un stress à votre corps, un stress physiologique. D'accord ? Votre corps, il subit, entre guillemets, une attaque, il y répond. Si vous avez les capacités d'y répondre, tout va bien. Adaptation, surcompensation, progression, je suis meilleur qu'hier. Quand vous êtes déjà dans un environnement de stress, parce que vous avez tous ces facteurs dont on a parlé avant, et parce que en plus de ça, vous êtes tombé malade, cette capacité d'adaptation, qui était à partir d'une unité de mesure simple qui était de 100, eh ben elle n'est plus à 100, elle est à 60 aujourd'hui. D'accord ? Je ne suis pas dans un état euh, complètement catastrophique, mais je ne suis pas dans un état hyper optimisé. Donc si je me mets la même cartouche d'entraînement à 60 que je le fais quand je suis à 100, bah, vous pouvez bien comprendre que les capacités d'adaptation ne vont pas être tout à fait les mêmes par rapport au stress que vous allez vous infliger. Donc il va y avoir de la fatigue, il va y avoir de la blessure, et cette fatigue et ces blessures, qui vont au début être relativement faibles, vont s'ancrer et vont progresser elles aussi au fur et à mesure du temps. Donc en fait, ce qui pourrait être un état physiologique à court terme va potentiellement, euh, comment dire, régresser, mais progresser, mais dans le mauvais sens du terme, vers un état physiologique à long terme. C'est-à-dire que vous allez fatigue, plus fatigue, plus fatigue, plus fatigue, petite blessure vers grosse blessure. Et là, vous allez être dans un environnement de stress plus. Vous allez avoir une charge au niveau de votre corps, au niveau de votre capacité d'adaptation qui va être beaucoup trop élevée. Votre corps, il ne va pas kiffer des masses ce qui va se passer. Et donc, il va falloir réduire fortement la charge d'entraînement pour relaisser la possibilité à votre corps d'absorber, de souffler un petit peu et de minimiser le stress que vous lui mettez dessus. Donc, quand vous avez ce petit pépin viral sur l'instant, il vaut mieux effectivement continuer à s'entraîner, mais il ne faut pas y aller de manière ultra intense en se disant voilà, je vais transpirer, je vais suer comme un cochon, ça va me faire du bien, ça va m'éliminer. Sur l'instant, vous allez avoir l'impression que vous êtes bien, mais après coup, vous allez vous prendre une claque monumentale. Moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois, parce que tout ce que je vous dis, bien évidemment, je l'ai fait, ces conneries-là. Sur l'instant, vous êtes là, super bien et tout, ça vous ouvre les bronches, vous êtes bien, vous respirez même mieux, vous avez plus le nez qui coule et tout. Vous arrêtez la séance de sport, une demi-heure, une heure après, vous avez les valises en dessous les yeux, vous êtes dans le gaz, vous n'avez pas envie de manger, vous avez une mauvaise sensation, vous êtes véritablement pas bien, vous avez un peu la tremblote, vous avez un peu froid, ça c'est signe que votre système immunitaire il n'est pas en joie, et généralement le lendemain ça se passe pas très bien. Vous êtes encore plus malade que la veille. Donc on évite les séances intenses, surtout d'un point de vue cardiovasculaire, d'un point de vue métabolique. Je parlerai des solutions après, je vous donnerai un petit plan d'action. Et on fait de l'entraînement intelligent, d'accord ? C'est un peu comme le même principe, là, vous savez, des gens qui mettent des tenues de sudation, là, des kawaii. On a vu encore un là, à la salle qui avait mis un kawaii, il s'était mis en plein cagnard là, cet été avec son kawaii. Je lui dis, mais tu vas pas t'entraîner dehors avec ça quand même ? Il me dit, si, ouais, c'est pour perdre de l'eau. Je lui dis, mais ça sert à quoi ? Il me dit, ouais, c'est pour perdre du poids, machin. Je dis, mais c'est complètement con. Le seul truc que tu vas faire, c'est te déshydrater, d'accord ? C'est de perdre de la flotte. Ça n'a aucun sens dans une logique à long terme, si ce n'est se déshydrater et si ce n'est se mettre dans une posture physiologique où je rajoute du stress supplémentaire, d'accord ? Je vais perdre plus d'eau que nécessaire. C'est pas le gras qui va fondre dans ma tenue de sudation, c'est que de la flotte, c'est complètement idiot. D'accord ? Les seuls moments pour lesquels cette tenue-là pourrait être intéressante, c'est quand on fait une compétition sportive, quand on cherche à perdre du poids de manière court-termiste, parce qu'on a un combat, par exemple. Je travaille dans les sports de combat avec un athlète en MMA. Bon, bah, quand il faut faire le poids, oui, ça peut justifier de mettre sa tenue de sudation
pour se déshydrater, mais sur un laps de temps très court, avec un protocole précis, avec des tests qui ont été faits en amont, avec véritablement un encadrement qui vont lui permettre de se déshydrater dans la mesure et dans un certain pourcentage qu'on aura défini, sans se mettre ou en se mettant le moins possible en danger pour faire un poids à un jour donné et se réhydrater tout de suite derrière pour se supplémenter et pas rester dans cette situation. Quand on le fait de manière comme ça, complètement de manière déréfléchie, de manière presque idiote, parce qu'on voit qu'il y a des choses sur les réseaux qui nous poussent à le faire, bon, ça n'a pas de sens, aucun sens. Donc quand on s'entraîne et qu'on est un peu malade, on s'entraîne, on ne fait pas rien, on fait des choses intelligentes, d'accord ? Rien faire, rester sur son canapé allongé, hormis situation de grippe, comme je le disais tout à l'heure, où je suis vraiment pas bien, mais ça, c'est pas le cas de figure que j'évoque aujourd'hui. Ne rien faire, c'est pas une bonne solution non plus, d'accord ? Le corps, comme je le disais tout à l'heure, il a besoin de mouvement. C'est un équilibre qui est essentiel, c'est un besoin fondamental. Si vous ne bougez plus, vous mettez dans votre lit, vous ne bougez plus, par exemple, pendant 6 mois, vous aurez perdu de un, tout votre système musculaire, tout votre système articulaire qui fonctionnera de manière complètement chaotique, si ce n'est même plus. Tout ce que le corps n'utilise plus, le corps est très économe, il n'a pas de raison tout ce que le corps n'utilise plus, il n'a pas la raison de le faire fonctionner, donc à un moment donné, ça arrête de fonctionner. Vous savez, c'est comme les mecs, je prends souvent cet exemple, qui ont le bras dans l'écharpe, là, quand ils se sont pété le bras ou l'épaule, machin. Bon, bah, quand ils enlèvent l'écharpe, c'est très difficile pour eux de retendre le bras, parce que le bras, à un moment donné, il a été soutenu comme ça pendant un certain temps. Le corps, il s'est dit, hop, ça, j'ai plus besoin de l'utiliser, donc ça sert à rien que j'innerve cette zone-là. On perd du muscle, on perd en capacité de mouvement, et son bras, ça devient très compliqué de le tendre. Bon, bah là, c'est pareil. Si on ne fait rien, le corps, il perd ses capacités. Donc, je pense qu'il faut rester en mouvement. Le corps, il a besoin de bouger, encore plus en 2025. J'en parle suffisamment souvent avec ces problèmes de sédentarité. On a besoin d'être en mouvement, on a besoin de bouger. Donc, il faut faire tourner la machine. Il faut faire tourner ce qu'on appelle le système lymphatique. D'accord ? Système lymphatique, c'est en gros un réseau qui peut ressembler un petit peu au réseau sanguin que vous avez au niveau sous-cutané, qui vous permet de nettoyer le corps, entre guillemets, de purifier le corps de tous ces déchets, qui vous permet d'être bien hydraté et qui ne fonctionne véritablement que quand vous êtes en mouvement. Donc quand vous êtes statique, ce système lymphatique fonctionne, mais de manière beaucoup moins optimisée versus quand vous êtes en mouvement. Donc quand vous avez, entre guillemets, cette usine à traiter les déchets qui ne fonctionne pas correctement et que vous êtes en plus de ça malade, vous avez bien compris la conclusion. Donc il faut bouger, il faut rester quand même en mouvement, il ne faut pas laisser l'immobilité bloquer, entre autres, ce système-là de traitement des déchets et ne pas entraver son fonctionnement tout simplement pour être en capacité d'être moins malade. Ce qu'il faut faire, d'accord, c'est rester, encore une fois, dans cette forme de bon sens, dans cette forme de logique, dans cette forme de cohérence. Je place la petite pub pour mon podcast. D'accord ? Donc, les erreurs à ne pas commettre, pas trop d'intensité, pas trop de volume, pas trop d'une seule modalité. D'accord ? Pas trop que de muscu, pas trop que de cardio, pas trop de... Il faut être dans le général. Faire un petit peu de tout, d'accord ? Vous faites votre activité, mais déjà, votre activité, vous allez la faire avec peut-être 20 ou 30% de moins d'intensité. D'accord ? 20-30% de moins d'intensité pour minimiser véritablement les impacts sur le stress que vous allez donner à votre corps et être en adéquation, être à l'équilibre avec votre capacité d'adaptation. Si vous sentez que vous n'êtes pas au mieux, d'accord ? Ne cherchez pas à vous mettre dans le no pain, no gain, dans le faut que ce soit dur pour que je progresse, nique sa mère, j'y vais, je m'envoie, alors que votre corps n'est pas en capacité d'assumer. D'accord ? C'est du temps de perdu parce que derrière, vous allez rallonger le temps pendant lequel vous allez être malade. Donc là, ça n'a pas de sens. D'accord ? Donc diminuer de 20 à 30% l'intensité par rapport à ce que vous faites d'habitude. Diminuer le volume. D'accord ? Si vous êtes malade
je sais pas, sur 3, 4, 5 jours, on va prendre ça à l'échelle d'une semaine, au lieu de vous entraîner 4 fois dans la semaine, allez vous entraîner peut-être 3 fois, d'accord, 2 à 3 fois. Vous réduisez un petit peu l'intensité et le volume d'entraînement. Essayez de faire des séances variées. Un petit peu de muscu, pareil avec un peu moins de volume, un peu moins d'intensité. Si vous avez l'habitude de faire 4, 5 séries sur un exercice, faites-en peut-être que 2 à 3. Si vous avez l'habitude de faire 8, 10 répétitions, faites-en peut-être 6 à 8 avec une intensité plus faible. Ok ? Au niveau du cardio, si vous avez l'habitude de courir, je ne sais pas, votre 10 km à 10 km/h, vous faites 5 km à 8 km/h et puis vous faites une autre partie en vélo. D'accord ? Vous modulez véritablement, vous restez en action, vous restez à l'entraînement, vous restez dans cette capacité d'entraînement, vous ne désadaptez pas en ne faisant rien, vous êtes dans le mouvement, vous faites tourner la machine, mais vous n'êtes pas dans quelque chose d'hyper intense qui va véritablement vous mettre plus mal que bien. Et donc, si on a une pratique intelligente, ça devrait bien se passer. Pareil, on peut se concentrer un peu plus quand on est malade. Moi, aujourd'hui, par exemple, je suis un peu fatigué, comme je disais, vis-à-vis de l'Aerox que j'ai fait hier et vis-à-vis de la grosse intensité que j'ai mis. Aujourd'hui, je vais me concentrer non pas sur ces modalités-là de muscu, de cardio, etc. Parce que, point de vue psychologique, ça me permet de me détacher aussi un petit peu aujourd'hui et de faire autre chose. Mais je vais faire un peu plus d'étirement, de mobilité. Pareil, c'est des choses qu'on ne fait pas en temps normal. Donc, quand on est un peu malade, quand on est un peu dans le gaz, ça peut être intéressant de les plaquer, de les caler, d'accord, à ces moments-là, ces séances-là. Parce qu'on sait qu'on ne les fait pas de manière générale. Donc, on sait qu'on est un peu down. On met un peu plus le focus là-dessus, d'accord. Pareil, si vous allez à la salle, dites-le à votre coach que vous êtes là à la salle, mais que vous n'êtes pas full potentiel parce que vous avez ce petit rhume, ce petit truc qui vous gêne, vous respirez mal. Et on adapte la séance et on donne ces consignes-là pour que vous puissiez faire la séance, mais sans vous mettre minable, en faisant attention à ne pas se laisser entraîner par l'énergie collective qui parfois nous pousse à aller plus fort que ce qu'on devrait faire. Et si j'applique tous ces principes-là de manière intelligente, avec beaucoup de bon sens, beaucoup de cohérence, il n'y a pas de problème, je peux continuer à m'entraîner. Mon corps va être tout à fait en capacité de récupérer ça et ça va me permettre véritablement d'être dans une forme de fonctionnement continu sans me mettre dans le mal. Ça va me permettre de revenir à un état normal progressivement, mais peut-être d'être malade moins longtemps parce que je suis encore dans le mouvement, je suis encore dans la mouvance. Et derrière, ça se passe très très bien. D'accord ? Ne cherchez pas, pareil, si je reprends l'exemple du mec là qui met son kawaii ou du mec qui veut transpirer à balle pour éliminer entre guillemets les toxines, quand on est malade, on a souvent tendance à être plus déshydraté que quand on n'est pas malade. Quand on est fatigué, c'est pareil. Moi, hier, j'ai fait une grosse séance, beaucoup transpiré, et puis même ça demande beaucoup à mon corps pour rétablir un petit peu mes systèmes énergétiques. Donc, je suppose, je ne vais pas regarder en détail, mais ça me semblerait pas déconnant que notre corps, et je le vois de toute manière, on le voit aussi à la couleur on peut checker la couleur de ses urines, on peut checker vous savez, au niveau de sa bouche, si on sent au niveau des yeux, si on sent qu'on est un peu déshydraté au niveau de sa peau, même pour certains ou certaines. Quand on est malade, on a souvent tendance à être déshydraté. Donc, si je cherche à mettre trop d'intensité en transpirant encore plus, je vais perdre le peu d'hydratation entre guillemets que j'ai dans mon corps et c'est pareil, ça va pas être favorable au fait de me sentir mieux. Ça fait le lien avec l'alimentation. Quand on est malade, bien évidemment, on mange correctement. Généralement, on n'a pas trop faim, donc on essaie quand même de manger toujours sous le même format, des glucides, des lipides et des protéines. Comme je suis malade et que je mange moins, je ne peux pas me donner à fond à l'entraînement. Donc c'est pareil, c'est de la capacité d'adaptation en moins. Okay, donc, quand je reprenais l'exemple de mes 100 versus mes 60 quand je suis malade, c'est peut-être finalement que 50 parce que je mange moins, donc j'ai moins de réserve énergétique. Donc tout ça, il faut les prendre en compte et il faut y aller vraiment de manière très intelligente. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir un plan d'action précis. D'accord ? Donc quand on n'a pas très faim au niveau de l'alimentation, ce que je disais à un élève là, que j'ai en suivi à distance, là, qui était un peu malade, on adapte l'entraînement bien évidemment. Et surtout, on privilégie
l'alimentation qui va pas avoir un gros impact au niveau de la mâche, pas des trucs très denses d'un point de vue mâche. Donc on va privilégier les soupes par exemple. Ça a l'avantage d'hydrater et de nourrir avec les légumes. Dans cette soupe-là, on peut intégrer des féculents. On peut mettre de la pomme de terre, de la patate douce. Là, c'est la période des potimarrons, des cucurbitacées, je crois, c'est ça qu'on dit. Potimarron, butternut, les choses comme ça, les courges, etc., etc. Donc ça apporte quand même de l'apport nutritif, calorique. On peut la faire un peu grasse avec de la crème ou du beurre ou de l'huile ou voilà, des choses qui vont ramener un peu de gras. Ça va nous permettre d'avoir quelque chose. Et derrière, on mange ça par exemple avec un œuf mollet ou un peu de fromage râpé dessus. Voilà, pour se permettre de se nourrir quand même sans avoir des trucs qui sont trop denses et qu'on a du mal des fois à digérer quand on est un peu malade. Donc ça a la double fonction de s'hydrater et de manger. Et voilà, et puis si on fait les choses comme ça correctement, on revient très rapidement à un état normal. Mais la pire chose à faire, là où je voulais en venir surtout, c'est de se dire, bon bah j'y vais, je m'en fous, je fais comme d'habitude, voire même j'accélère un petit peu, comme ça va me permettre de rétablir mon niveau physique et ma capacité normale physique plus rapidement. Ça, je pense, c'est la plus grosse erreur. C'est le meilleur moyen d'accélérer le processus inflammatoire, de se retrouver dans la maladie plus longtemps et d'en sortir beaucoup moins rapidement. Et en plus de ça, avec des traumatismes au niveau articulaire, musculaire qui peuvent se pérenniser ensuite, ce que l'on ne veut absolument pas. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, ce petit épisode. Encore une fois, si ça vous plaît, si ça vous aide, partage, les petites étoiles, on s'abonne bien évidemment, on en parle autour de soi. Et puis ça sera déjà super cool. Et puis on met des petits commentaires aussi, même si c'est que des petites flammes ou des tops ou des machins. Ça aide au référencement, vous le savez. Et c'est hyper cool. N'oubliez pas de vous abonner à la newsletter si vous ne l'avez pas fait. Et c'est à peu près tout. Entraînez-vous bien. Je vous souhaite pas de tomber malade, mais si vous l'êtes un petit peu, voilà, vous avez un plan d'action. Vous faites les choses correctement et ça devrait bien se passer. Moi, je vais manger, j'ai faim, il est tard. On se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.